4 minutes et 37 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à mon père pour me menacer de me rayer de son testament. Je me souviens d'avoir vérifié le chronomètre de mon téléphone quand l'appel s'est terminé, riant aux éclats jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. J'étais là, assise dans mon appartement californien ensoleillé, gagnant plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu, à 5000 km de la famille qui avait passé 27 ans à regarder à travers moi plutôt que de me regarder. Le plus hilarant n'était pas seulement la menace en l'air, c'était qu'ils avaient enfin remarqué mon absence 6 mois après que j'ai disparu de leur vie. Des cartons tapissaient les murs de mon ancien appartement ce dernier jour, avant la Californie. Pas des hôtels en carton dédiés aux souvenirs d'enfance ou aux héritages familiaux, juste des contenants pratiques abritant la vie que j'avais entièrement construite seule. Mon ami l'épite avec une caisse de livres. Le visage rougi par l'effort. « Justine, ça pèse une tonne », cria-t-elle, laissant tomber près de la porte avec un bruit sourd. « Es-tu sûre d'avoir besoin de tout ça ? Je vends la plupart d'entre eux de toute façon, dis-je. Le son strident du ruban adhésif déchirant le vide. Merci de m'aider avec tout ça. » Elle s'effondra sur mon canapé d'occasion, le seul meuble encore là. Je n'arrive toujours pas à croire que tu fasses vraiment ça. Es-tu absolument sûre de ne pas vouloir le dire à tes parents ? Cette question encore. Tout le monde me la posait comme si informer des gens qui vous traitent comme un papier peint était une sorte d'obligation. Je ris. Non pas le rire chaleureux qui vient de la joie, mais le rire creux qui résonne des espaces vides où l'amour aurait dû être. Léa, ils ne savent même pas où j'habite maintenant. Pourquoi leur dirais-je que je déménage à l'autre bout du pays ? Thomas entra de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux sombres exprimaient une certaine inquiétude sous son ton décontracté. Tout est propre là-dedans. Alors, rappelle-moi pourquoi ta famille n'est au courant de rien de tout ça. Je m'assis sur le parquet, le froid transperçant mon jean. La sensation m'entrait tandis que les souvenirs menaçaient de m'embloutir parce qu'ils ne se sont jamais souciés de ma vie. Et je ne suis pas dramatique, je suis factuelle. Mes amis échangèrent un de ces regards, le genre que les gens partagent lorsqu'ils sont témoins de quelque chose d'inconfortable mais ne savent pas quoi dire. Ils avaient entendu des fragments de mon histoire familiale au fil des ans, mais je n'avais jamais tout raconté. Quelque chose dans le vide de l'appartement, la finalité de mon départ me donna envie de dire toute la vérité à voix haute. Écoutez, quand j'étais enfant, tout tournait autour d'Émile. Dès le premier jour, il était l'enfant prodige. Je tripotais un morceau de ruban adhésif collé à mes doigts, le décollant lentement. Il a 2 ans de plus et aux yeux de mes parents, il est infiniment plus précieux. C'est n'importe quoi, dit Thomas s'adressant au mur. Quand j'avais 8 ans, j'ai remporté le premier prix à la foire scientifique de l'école. Mon volcan n'était pas seulement le désastre habituel au bicarbonate de soude. J'avais fait des recherches sur de véritables schémas volcaniques et créé un modèle fonctionnel qui démontrait de vrais principes géologiques. Les juges étaient impressionnés. Mon professeur a appelé mes parents spécifiquement pour leur dire à quel point c'était exceptionnel. Je le voyais encore si clairement, debout à table ce soir-là, certificat en main, attendant que quelqu'un le remarque. Vous savez ce que mes parents ont dit ? Bien chéri. Puis ils ont passé le reste du dîner à parler du match de football d'Émile. Même pas un match important, juste un entraînement régulier où il avait apparemment fait une passe décente. L'appartement semblait plus froid d'une certaine manière. Ça a empiré en grandissant. Quand j'avais 12 ans, j'étais au tableau d'honneur chaque semestre. Des notes parfaites partout. Mes parents ont à peine jeté un coup d'œil à mes bulletins. Mais quand Émile a intégré l'équipe universitaire de football, ils lui ont organisé une fête, invité tout le quartier. Mon père a acheté un nouveau barbecue juste pour l'occasion. Les mots coulaient plus facilement maintenant, comme l'incision d'une vieille blessure. Le coup de grâce est venu quand nous étions adolescents. Émile voulait aller à cette coûteuse université privée et mes parents étaient absolument ravis de payer pour ça. Frais de scolarité complets, appartement chic, argent de poche, tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont assise pour une discussion sur la réalité financière. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà dépensé leur argent pour les études d'Émile. Alors, je devrais me débrouiller seule. Attends, quoi ? Les yeux de les s'écarquillèrent. Ils ont vraiment dit ça mot pour mot. Alors, j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'informatique. Il s'avère que j'ai un cerveau pour ça. Je me levais ayant besoin de bouger pour canaliser l'énergie qui me parcourait. J'ai vécu dans les dortoirs, travaillé à 2 temps partiels pour tout le reste et j'ai pratiquement cessé de rentrer à la maison. Le silence qui remplit la pièce n'était pas inconfortable. C'étaient des gens qui écoutaient vraiment quand je parlais. Ils ont cessé de m'inviter pour les vacances. Ils m'envoyaient juste des SMS génériques de joyeux anniversaire une fois par an. Après l'obtention de mon diplôme, rien n'a changé. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logiciels. J'ai commencé à travailler à distance. J'ai économisé chaque centime possible. Pendant ce temps, ma mère publie constamment des messages sur Émile sur les réseaux sociaux. Je sortis mon téléphone, faisant défiler jusqu'à son profil. Regardez ces photos de sa promotion, il y a 3 mois. Des photos de ses fiançailles le mois dernier. Ils ne t'ont pas invité à ses fiançailles ? Demanda Thomas sa voix baissant d'incrédulité. Non, mais je ne suis plus surprise. J'ai compris il y a longtemps que je ne faisais pas vraiment partie de leur famille. Émile et leur fils. Je suis juste quelqu'un qui se trouve partager leur ADN. Léa se leva et me serra dans une étreinte qui sentait son parfum à la vanille et qui ressemblait à un vrai chez moi. Je suis désolée Justine, c'est vraiment nul. C'est bon, j'ai tourné la page maintenant et je le pense. C'est pourquoi je suis excitée par ce déménagement. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable d'une entreprise technologique dans la Silicon Valley. Le salaire est presque le double de ce que je gagne maintenant et le travail est de pointe. C'est un nouveau départ. C'est génial, dit Thomas. Tu le mérites. Merci. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai eu à demander l'aide de personne. J'ai tout géré toute seule, trouvé le poste, négocié le salaire, trouvé un appartement en Californie, organisé tout le déménagement toute seule. Léa sourit.
Regarde-toi si indépendante et réussie. Je suis fière de moi, avouai-je, les mots me semblant étranges, mais agréables en bouche. J'ai économisé pendant des années et avec ce nouveau salaire, je devrais pouvoir acheter ma propre maison d'ici 1 an ou 2, quelque part de calme avec une bonne connexion internet. C'est tout ce dont j'ai besoin. Nous avons fini de faire les cartons dans un silence confortable, puis avons commandé une pizza, et nous sommes assis par terre, la mangeant directement dans la boîte. L'appartement vide était comme une mue étrange, mais libérateur. Alors, quel est ton programme pour demain? Demande s'essuyant la sauce du menton. Le vol part à 14 heures. Ces dernières boîtes partent en bagages, et tout le reste est déjà expédié. L'appartement est correct. Rien de fantaisiste, mais il a une vue sur les montagnes. Je commence le travail lundi. As-tu parlé de ton déménagement à ta grand-mère? Demanda Thomas. Mon expression s'adoucit instantanément. Oui, je l'ai appelée la semaine dernière. C'est la seule membre de la famille qui se soit jamais vraiment souciée de ce que je fais. Ma grand-mère était la mère de mon père et d'une certaine manière, le gène de la compassion avait sauté une génération. Elle écoutait quand je parlais. Elle se souvenait des détails de ma vie. Quand mes parents ont refusé de m'aider pour l'université, c'est elle qui m'a aidé à trouver des demandes de bourse. Elle appelait pour me féliciter pour chaque réussite, aussi petite soit elle. C'est adorable, dit Léa. Je suis contente que tu l'aies. Moi aussi. Elle a 75 ans maintenant, mais plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle voit exactement ce qui se passe avec mes parents, mais elle est trop gracieuse pour le dire directement. Nous sommes restés là jusqu'à minuit à parler de la Californie, de mon nouveau travail, de l'avenir que je construisais. C'était ma vraie famille, les gens qui me remarquaient quand j'entrais dans une pièce qui célébrait mes victoires, qui savaient vraiment où j'habitais. Après leur départ, je me suis assise en tailleur au centre de mon appartement vide. Demain, je monterai dans un avion et traverserai le pays. Fini la sensation d'être une intruse au rassemblement où je n'étais pas invitée. De toute façon, fini de regarder mes parents graviter autour d'Émile comme s'il était le fils. Juste moi, ma carrière et l'avenir que je créais pour moi-même. 6 mois plus tard, j'ai découvert que parfois la meilleure vengeance est vraiment une vie vécue. J'étais assise dans mon appartement californien, un mardi matin ordinaire. La vue sur la montagne ne me lassait jamais. Des pics dentelés sur un ciel bleu, le genre de scène que les gens paient pour voir en vacances. Je pouvais les voir depuis mon bureau pendant que je travaillais, depuis ma cuisine pendant que je faisais mon café, depuis mon balcon où je m'asseyais souvent le soir pour regarder le coucher de soleil, les peindre en or et violet. Le travail était tout ce qu'ils avaient promis et plus encore. Mon patron valorisait vraiment mes contributions. Mes collègues étaient brillants et vraiment amicaux. Le salaire me permettait d'économiser de l'argent à un rythme qui me faisait encore parfois vérifier mon compte bancaire 2 fois, convaincu qu'il devait y avoir une erreur. Pendant les pauses déjeuner, je parcourais les annonces immobilières de vraies maisons avec des jardins et des cuisines rénovées. Le genre d'endroit où l'on pourrait s'imaginer vieillir. Pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit. Puis mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais un étrange instinct m'a poussé à répondre. Justine, la voix de mon père stridente d'irritation. Pas surprise, juste agacée comme si je l'avais fait attendre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il m'avait appelé. Tu dois rentrer dîner samedi prochain. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste une exigence prononcée avec une confiance absolue que j'allais obtempérer. Le classique papa. Quel dîner? Demandais-je bien que je sois déjà certaine que la réponse ne m'intéresserait pas, les parents de la fiancée d'Émile veulent te rencontrer. Ce sont des gens traditionnels et la famille est importante pour eux. Ils ont découvert qu'Émile avait une sœur et ils veulent te connaître. C'est important pour l'avenir d'Émile. J'en étais sûre. Mais la demande, non, l'ordre me parut si absurde que je ne pus retenir ma réponse. Je ne viens pas. Une pause. Comment ça tu ne viens pas? La colère montait dans sa voix. Cette familiarité qui m'avait fait me recroqueviller enfant. Mais je n'étais plus une enfant. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne viens pas à votre dîner. Pourquoi pas? Et puis quelque chose se déchana en moi. Non pas de la colère, mais une sorte d'amusement sauvage et libéré. Je me mis à rire. Non pas poliment, non pas nerveusement, mais un rire profond et incontrôlable qui me pliait en deux. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda papa. Toute cette situation estante. Tu veux savoir pourquoi je ne viens pas? Je vais te donner 3 raisons. Premièrement, nous n'avons pas une famille parfaite. Tu as un fils adoré, c'est Émile, et une après-pensée, c'est moi. Deuxièmement, je ne vais pas faire semblant de faire partie d'une joyeuse réunion de famille pour des étrangers juste parce que ça t'arrange. Et troisièmement, je marquais une pause, savourant le moment. Je ne peux pas venir dîner parce que j'ai déménagé en Californie il y a 6 mois. Silence de mort à l'autre bout. Je pouvais presque entendre son cerveau lutter pour traiter cette information. Tu as déménagé en Californie sans nous le dire. Pourquoi te l'aurais-je dit? Tu n'as jamais demandé où j'habitais avant. Alors il explosa. Comment oses-tu déménager à l'autre bout du pays sans le dire à ta famille? Quelle est ton adresse? Nous devons savoir où tu es. Je riais toujours. Papa, tu te souviens de mon ancienne adresse? Celle où j'ai vécu pendant 3 ans. Il ne répondit pas immédiatement. Justine, ce n'est pas le propos. En fait, c'est exactement le propos. Tu ne te souviens pas parce que tu ne t'es jamais assez souci de le savoir. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie. Alors, pourquoi te dirais-je où j'habite ou ce que je fais? Justine, tu ne peux pas juste. Je raccrochais. Mon téléphone se mit immédiatement à sonner à nouveau. Le numéro de papa. Je refusais l'appel. Puis maman appela puis Émile. Je les laissais tous sur messagerie. Puis les SMS commencèrent à affluer. Maman Justine, la famille est importante. Nous ne devrions pas nous disputer comme ça. Émile, allez Justine, viens juste pour un dîner. Tu pourras retourner en Californie juste après. Papa, c'est ridicule. Rappelle-moi. Plus d'appels, plus de SMS.
C'était comme s'il s'était soudainement souvenu de mon existence et n'était pas content que je ne saute pas quand il claquait des doigts. Je mis mon téléphone en silencieux et me préparai à un vrai dîner. Du saumon avec des légumes roux, le genre de repas que je n'avais jamais eu le temps de cuisiner quand je travaillais à plusieurs emplois pour subvenir à mes besoins pendant mes études. L'attitude de droit dans leur message était sidérante. Émile avait besoin que les parents de sa fiancée pensent qu'il venait d'une famille parfaite. Alors soudain, ils avaient besoin que je joue mon rôle. Où était ce souci de la famille quand je mangeais des nouilles instantanées dans ma chambre de dortoir parce que je ne pouvais pas me permettre autre chose? Les appels et les SMS continuèrent pendant 3 jours. Certains étaient des tentatives de culpabilisation, d'autres des pots de vin, et quelques-uns étaient de simples exigences en colère. Je les lisais tous, mais ne répondais à aucun. Le 3e jour, ma grand-mère appela. « Bonjour ma chérie. Comment t'adaptes-tu en Californie ?» Sa voix calma instantanément quelque chose en moi. « Vraiment? Eh bien en fait, j'adore ça ici. Je suis si heureuse de l'entendre. Écoute, tes parents m'ont demandé de t'appeler. » Je soupirai. « Laisse-moi deviner. Ils veulent que tu me convainques de venir au dîner d'Émile. Ils le veulent. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, je veux que tu saches que je ne vais pas te faire pression. Je comprends ta situation familiale et je comprends pourquoi tu ne veux pas y aller. Merci mamie. Ça représente beaucoup. Tes parents sont contrariés que tu aies déménagé sans leur dire. Mamie, ils ne savaient même pas où j'habitais avant. En quoi est-ce faute? Ce n'est pas ta faute ma chérie. J'observe cette dynamique familiale depuis des années et je sais comment ils t'ont traité. J'ai essayé d'en parler à ton père, mais il ne veut rien entendre. Après que nous ayons raccroché, je me sentis plus légère. Au moins quelqu'un dans ma famille comprenait. Samedi arriva et passa. Je le passais à faire de la randonnée dans les montagnes près de mon appartement, à respirer l'air pur, à me sentir libre. Dimanche matin, papa appela à nouveau. « Justine, nous avons dû dire aux futurs beaux-parents d'Émile que tu étais malade et que tu ne pouvais pas venir dîner. » D'accord. Je gardai ma voix neutre, n'offrant rien de plus. Le mariage est dans 1 mois. Tu dois être là. Je ne viendrai pas non plus au mariage. Justine, c'est le mariage d'Émile. Tu dois venir. Non, je ne dois pas. Sa voix baissa dans ce registre dangereux dont je me souvenais de l'enfance. Le ton qui signifiait que des conséquences allaient arriver. Si tu ne viens pas à ce mariage et ne montres pas aux beaux-parents d'Émile que nous sommes une famille normale et aimante, je te déshériterai. Je te couperai complètement les vivres. J'ai failli laisser tomber le téléphone tellement je riais. Tu me déshériteras papa. Je gagne plus d'argent que toi. Maman et Émile réunis. Je n'ai pas besoin de ton argent. Le silence s'étira entre nous, lourde prise de conscience. C'est vrai. À propos de ton salaire, si tu t'étais jamais donné la peine de t'intéresser à ma vie, tu saurais que je travaille pour une grande entreprise technologique et que je gagne très bien ma vie. Son ton changea instantanément, se réchauffant d'un intérêt nouveau. Justine, nous avons toujours été fiers de toi. Nous voulons juste que tu rentres à la maison pour que nous puissions être tous ensemble en famille. Je raccrochais sans répondre. 1 heure plus tard, Émile commença à m'envoyer des SMS pour me dire à quel point il était fier de moi et à quel point il avait toujours pensé à moi et me manquait. C'était pathétique. Maintenant qu'il savait que j'avais réussi, il voulait soudainement me réintégrer dans leur vie. La seule chose qui avait changé était la valeur qu'il croyait maintenant que je pouvais apporter à l'image de la famille. J'ai bloqué leurs numéros et supprimé leurs contacts de mon téléphone. J'en avais fini avec eux tous. 1 mois passe, moi le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Pas d'appel de mes parents, pas de culpabilisation, pas d'exigence. Juste moi, mon travail et ma vie californienne. J'avais réduit ma recherche de maison à quelques propriétés prometteuses. Il y avait de beaux endroits à environ 1 heure de la ville, des quartiers calmes avec de bonnes écoles, même si je n'avais pas d'enfants. J'aimais la stabilité, la permanence. Mon téléphone sonna un dimanche après-midi. Le nom de ma grand-mère s'illumina sur l'écran. « Bonjour ma chérie, comment vas-tu ?»« Très bien, je regarde des maisons en ligne. Je crois que j'en ai trouvé quelques-unes que je veux voir en personne. C'est merveilleux, Justine. Je voulais te parler du mariage et j'ai des photos à t'envoyer. Oh, comment ça s'est passé? C'était tendu. Tes parents n'étaient pas contents que tu ne viennes pas. Ils n'arrêtaient pas de trouver des excuses pour ton absence et il était évident qu'ils étaient mal à l'aise. Quelle sorte d'excuses? D'abord, ils ont dit que tu étais encore malade. Puis ils ont dit que tu devais travailler. Ensuite, ils ont prétendu que tu voyageais pour affaires. Les parents de la mariée n'ont pas semblé croire un mot de tout ça. Je m'adossais à mon canapé. Ça a dû être gênant. Ça l'a été. Et Émile avait l'air déçu tout le temps. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, espérant probablement que tu changerais d'avis et te montrerais. Eh bien, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas ton problème. Mais Justine, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelques jours avant le mariage, les parents de la mariée ont eu une conversation très désagréable avec tes parents. Je me redressais. Quel genre de conversation? Apparemment, ils ont fait quelques recherches sur ta famille. Ils ont découvert que tes parents t'avaient pratiquement ignoré pendant des années et qu'Émile était clairement l'enfant préféré. Ils n'étaient pas contents de ça. Vraiment, vraiment. D'après ce que j'ai entendu, ils ont dit à tes parents qu'ils étaient déçus de la façon dont ils t'avaient traité et ils ont remis en question si Émile venait du genre de famille avec laquelle ils voulaient que leur fille se marie. Je ressentis une vague de satisfaction me traverser. Waouh, c'est en fait assez gratifiant. Tes parents et les parents de la mariée ont fini par avoir une dispute importante. Tout le mariage avait cette atmosphère inconfortable. Tout le monde pouvait sentir qu'il y avait de la tension. Les parents de la mariée ont-ils dit quelque chose à Émile? Je pense qu'ils lui en ont parlé. Oui, j'ai entendu par ta cousine qu'ils lui ont demandé pourquoi il n'avait jamais mentionné avoir une sœur et pourquoi tu n'étais pas impliqué dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas exactement, mais apparemment ça ne s'est pas bien passé. La mariée avait l'air contrariée pendant toute la cérémonie.
Quand ma grand-mère m'a envoyé les photos plus tard ce jour-là, je les ai étudiées sur mon ordinateur portable. Mes parents portaient des sourires rigides qui n'atteignaient pas leurs yeux. Et M n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, probablement moi. Les parents de la mariée semblaient sévères et profondément mécontents. Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur résultat si j'avais essayé. Le lendemain matin, ma grand-mère appela à nouveau. « Justine, je voulais te donner des nouvelles de la situation familiale. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, il semble que les parents de la mariée posent toujours des questions sur ton absence au mariage et ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils obtiennent. Bien, tes parents commencent à paniquer. Ils ont réalisé que la façon dont ils t'ont traité pourrait en fait affecter le mariage d'Émile et sa relation avec ses nouveaux beaux-parents. C'est leur problème, pas le mien. Je sais ma chérie, mais je pense que tu devrais savoir qu'ils commencent à comprendre que leurs actions ont des conséquences. Elle avait raison et pendant ce temps, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ma carrière était florissante. Mon appartement me semblait être chez moi. Mon compte d'épargne grandissait chaque mois. Je cherchais des maisons, me faisais des amis au travail, faisais de la randonnée le week-end. Ma vie était bonne sans eux. Comment vas-tu avec tout ça ? Lui demandai-je. Je vais bien ma chère. J'observe cette dynamique familiale depuis des années, et j'ai toujours su que ça finirait par leur retomber dessus. Je trouve juste dommage que ça ait pris si longtemps. Tu as toujours été bonne avec moi, mamie. Tu es la seule qui se soit jamais souciée de ce que je faisais. Tu es une bonne personne, Justine. Tu l'as toujours été. Tes parents n'ont juste pas pu le voir. Après que nous ayons raccroché, je me suis sentie justifiée, mais surtout soulagée de ne plus faire partie de leur drame. J'ai passé le reste de la journée à regarder des annonces immobilières et j'ai trouvé une maison qui semblait parfaite. 3 chambres, 2 salles de bain, un beau jardin et un excellent service internet. Elle était à environ 1 heure de mon bureau, mais comme je travaillais à domicile la plupart du temps, ce n'était pas un problème. J'ai appelé l'agent immobilier et programmé une visite pour le week-end suivant. Le prix était largement dans mon budget. Je pouvais verser 20% d'acompte et il me resterait encore beaucoup pour les meubles et l'épargne d'urgence. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était Émile. « Justine, je sais que tu as bloqué nos numéros, mais j'ai un nouveau téléphone. Nous devons parler. » Je fixai le message un instant, puis le supprimai sans répondre. 5 minutes plus tard, mes beaux-parents posent des questions sur toi. Cela affecte mon mariage. Supprimer. S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que nous avons fait des erreurs. Supprimer Justine. Je suis désolée, nous le sommes tous. Pouvons-nous parler, s'il te plaît ? J'éteignis mon téléphone et finis de préparer le dîner. Je n'allais pas me faire avoir. Ils n'étaient désolés que parce que leurs actions causaient enfin des problèmes à leur précieux Émile. Je dîns sur mon balcon en regardant les montagnes. Demain, j'allais envoyer un email à l'agent immobilier pour cette maison. Cela fait 1 an que j'ai déménagé en Californie et je suis debout dans la cuisine de ma propre maison. Ma maison. Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai vraiment fait. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin avec des arbres fruitiers et la connexion internet la plus rapide qu'on puisse acheter. Je prépare du café quand mon téléphone sonne. C'est ma grand-mère. Salut mamie, comment vas-tu ? Je vais bien ma chérie. Comment est la nouvelle maison ? Elle est parfaite. J'adore ça ici. J'ai aménagé mon bureau à domicile exactement comme je le veux et je peux travailler de chez moi quand j'en ai besoin. Le quartier est calme et mes voisins sont vraiment gentils. Je suis si heureuse pour toi Justine. Tu mérites tout ça. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je possède vraiment une maison. À 28 ans, je fais mieux que tout ce que j'avais imaginé. Tu devrais être fière de toi. Tu as accompli tellement de choses par toi-même. Je suis fière et je prévois de rester ici longtemps, peut-être pour toujours. Ça a l'air merveilleux. J'ai des nouvelles de ta famille si tu veux les entendre. Je m'assois à ma table de cuisine. Bien sûr, je suppose. Eh bien, le mariage d'Émile ne va pas bien. Les parents de la mariée ne se sont jamais vraiment remis de toute cette situation où tu n'étais pas au mariage. Ils n'arrêtent pas d'en parler et cela cause des problèmes. C'est regrettable pour Émile. Tes parents essaient toujours de te contacter. Ils ont demandé à tout le monde dans la famille s'ils avaient ta nouvelle adresse ou ton numéro de téléphone. J'espère que personne ne leur donne. Bien sûr que non. J'ai dit à tout le monde que tu mérites ta vie privée et que si tu voulais parler à tes parents, tu les contacterais. Merci pour ça. Ton père m'appelle toutes les quelques semaines pour me demander de te convaincre de rentrer à la maison pour une visite. Je continue de lui dire que ce n'est pas ma place. Il dit qu'ils te manquent et veulent arranger les choses, mais ensuite il mentionne généralement quelque chose sur ta réussite et à quel point ils sont fiers de toi maintenant. Donc ils ne comprennent toujours pas. Non, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une question d'argent ou de réussite. Ils ne comprennent pas que c'est la façon dont ils t'ont traité toute ta vie. Après que nous ayons raccroché, je traverse ma maison, mon salon avec son canapé confortable et sa grande télévision, mon bureau avec tout ce dont j'ai besoin pour travailler, ma chambre d'amis prête pour la visite de Léa et Thomas le mois prochain. Je pense à ce que ma grand-mère m'a dit. Il y a 1 an, j'aurais peut-être ressenti quelque chose à propos des problèmes conjugaux d'Émile ou des regrets de mes parents. Mais maintenant, je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité. Juste rien. J'ai fait le bon choix en déménageant ici et en coupant le contact avec eux. Ma vie est incommensurablement meilleure sans leurs drames, leurs exigences et leur intérêt soudain pour ma réussite. Je suis assise sur ma véranda ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes roses et dorées quand mon téléphone vibre avec un message d'un autre numéro inconnu. Justine, c'est maman. J'ai un nouveau numéro de téléphone. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je fixe le message pendant 1 minute, puis le supprime. 2 heures plus tard, Justine, je sais que tu reçois ces messages. Ton père et moi réalisons que nous avons fait des erreurs. Nous voulons arranger les choses. Supprimer. Nous savons que tu as réussi maintenant et nous sommes fiers de toi.
Nous aurions dû être de meilleurs parents. Supprimer. S'il te plaît, donne-nous juste une chance de nous expliquer. Supprimer. Le mariage d'Émile est en difficulté à cause de cette situation. Tu es notre fille et nous t'aimons. Je ris à voix haute avant de le supprimer aussi. Les messages continuent d'arriver les jours suivants. Maman, papa, Émile, même des proches que je connais à peine, ils essaient différentes approches. Culpabilité, fierté, loyauté familiale, même des menaces. Mais je ne réponds à aucun d'eux. Je bloque les nouveaux numéros au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je change mon numéro de téléphone et ne le donne qu'aux personnes que je veux vraiment dans ma vie. Je m'assure que mon adresse n'est listée nulle part en ligne. Un mois plus tard, je dîne avec des collègues et quand l'un d'eux me demande des nouvelles de ma famille. Tu as des frères et sœurs? Me demande TL. Non, dis-je sans hésitation. Juste moi et tes parents, ils ne font plus vraiment partie de ma vie. Oh, je suis désolée. Ça doit être difficile. Je prends une gorgée de mon vin et souris. En fait, ce n'est pas difficile du tout. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise et je le pense. Ils ne me manquent pas. Je ne me demande pas ce qu'ils font. Je ne me sens pas coupable de ne pas leur parler. Je vis juste ma vie. 6 mois plus tard, je reçois une promotion au travail. Mon salaire augmente de 30% supplémentaires et je dirige maintenant une équipe de développeurs. Mon patron me dit que je suis l'une des programmeuses les plus talentueuses avec lesquelles elle a jamais travaillé. Je célèbre en m'achetant une nouvelle voiture et en partant en vacances au Japon. J'envoie des photos de Tokyo à ma grand-mère et elle est ravie pour moi. Tu vis ta meilleure vie ma chérie, dit-elle quand je l'appelle depuis mon hôtel. C'est vraiment le cas mamie. Je suis plus heureuse que jamais. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. À mon retour du Japon, je trouve une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle vient de mon père et il a réussi à trouver mon adresse. Je ne l'ouvre même pas. Je la jette simplement à la poubelle. Je n'ai pas besoin de leurs explications, de leurs excuses ou de leurs regrets. Je n'ai pas besoin de leur héritage, de leur approbation ou de leur amour conditionnel. J'ai ma maison, ma carrière, mes amis, ma grand-mère et mon avenir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je prévois d'agrandir ma maison l'année prochaine. Peut-être d'ajouter une salle de sport à domicile et un bureau plus grand. Je pense à prendre un chien. J'envisage de suivre des cours de 3e cycle en ligne juste pour le plaisir. Ma vie est pleine, heureuse et paisible. Je fais mes propres choix, résous mes propres problèmes et n'ai pas à gérer le drame des autres. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents m'avaient traité différemment pendant mon enfance. S'ils m'avaient soutenu, encouragé, étaient fiers de moi. Mais alors, je réalise que s'ils l'avaient fait, je ne serais peut-être pas devenue aussi indépendante et résiliente que je le suis maintenant. Leur négligence m'a forcée à construire ma propre vie, à trouver ma propre valeur, à créer mon propre bonheur et honnêtement, je ne changerai rien. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la famille, c'est ceux qui vous valorisent, pas seulement ceux qui partagent votre ADN. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur dans des endroits inattendus. Parfois, le plus grand héritage est la force de construire une vie entièrement la vôtre. L'appartement de Justine à Paris baigné de soleil, avec des murs blancs et quelques plantes vertes.